Le fauteuil vide comme miroir de l'âme. Il est des objets qui ne parlent qu'à ceux qui savent s'arrêter. Des objets simples, presque banals, qui deviennent, à force d'attention, des portails silencieux. Le fauteuil vide, posé dans un coin de la pièce, loin du tumulte, du bavardage, de l'agitation des écrans, peut sembler insignifiant. Mais pour celui qui ose s'y asseoir, ou simplement le regarder, il devient autre chose. Il devient un miroir, un seuil, un espace. Sacré où l'on ne triche plus, où l'on revient à soi. Montaigne, ce philosophe qui écrivait pour se rencontrer, aurait sans doute souri devant un fauteuil vide. Il y aurait vu une invitation, une page blanche à habiter, non pour briller, mais pour se comprendre. Pour lui, le cœur de la vie n'était ni dans l'excès ni dans le déni. Il était dans la nuance, dans la lenteur, dans ce regard intérieur qui ne juge pas, mais qui observe, qui interroge, qui relie. La métaphore du fauteuil vide, c'est cela. C'est ce lieu invisible en nous, où l'on s'assied sans rôle, sans masque. Et c'est dans ce dépouillement que quelque chose commence. Mais ce quelque chose n'est pas toujours doux. Le silence du fauteuil vide réveille. Il fait remonter les pensées enfouies, les blessures anciennes, les doutes jamais exprimés. Il nous met face à notre propre vacuité, à notre propre vertige, ce que Nietzsche appelait le nihilisme, passif, ce moment où plus rien n'a vraiment de goût, où le sens semble s'être évaporé. Et pourtant, c'est précisément dans ce vide que naît la possibilité de recréer, de réinventer, de faire émerger des valeurs nouvelles, non dictées de l'extérieur, mais nées du cœur même de notre expérience. Ce fauteuil vide, donc, n'est pas une fuite. Il est une confrontation, une écoute, un chemin vers l'authenticité. Il est ce lieu intérieur que l'on oublie de fréquenter, pris dans le rythme effréné des obligations, des performances, des attentes. Et pourtant, il est toujours là. Il attend. Il attend qu'on ose y revenir. Non pour trouver des réponses toutes faites, mais pour s'asseoir, respirer et entendre enfin la question juste, celle que nous évitons, celle qui transforme. Dans les minutes qui viennent, ce fauteuil vide deviendra notre guide. Non pas comme un objet magique, mais comme un symbole profond. Un point de départ pour explorer, avec Montaigne et d'autres compagnons de pensée, ce que signifie vraiment se connaître. Non pas pour se corriger, mais pour s'accueillir, pour se retrouver, pour enfin se tenir face à soi, sans fuite, sans bruit, dans ce face-à-face nu et nécessaire que seule l'âme sait reconnaître. Le silence du fauteuil vide est la rencontre avec soi-même. Il y a des silences qui ne sont pas des absences. Il y a des silences habités, denses, profonds. Le silence du fauteuil vide est de ceux-là. Ce n'est pas un vide décoratif, ni un simple répit du monde. C'est une présence particulière, celle de l'invitation à se rencontrer, à s'asseoir non pour fuir mais pour se retrouver. Dans ce silence, rien ne s'impose. Tout se révèle lentement, comme une brume qui se lève au petit matin sur un paysage oublié. Dans la solitude de ce fauteuil, on commence à entendre ce que l'agitation recouvre. On perçoit les couches enfouies du soi, les désirs qu'on n'ose nommer, les peurs déguisées en certitude, les fatigues qui n'ont jamais trouvé de repos. Montaigne, dans ses essais, nous enseignait cela, que l'homme doit apprendre à faire halte en lui-même, non pour s'y enfermer, mais pour y voir clair. Il écrivait pour se découvrir, non pour convaincre, mais pour comprendre. Et cette compréhension commence toujours par un retrait, une pause, une suspension du bruit. Créer un espace de silence dans notre quotidien, même minuscule, est un acte de résistance. C'est dire non à l'empressement, c'est dire oui à l'inconnu de soi. Dans cet espace, le fauteuil vide devient un sanctuaire. Il n'a pas besoin d'être réel. Il peut exister dans un coin du matin, dans une respiration au milieu de la rue, dans une tasse de thé bue lentement, sans téléphone. C'est une posture intérieure,
une disponibilité. La pratique du silence ne demande pas de techniques sophistiquées, elle demande de la sincérité, de la patience. Elle s'enracine dans le corps, le souffle qui ralentit, les muscles qui relâchent, le regard qui se défait de l'urgence. Ce sont ces gestes minuscules qui ouvrent la porte à l'écoute de ce qui est là en nous, souvent refoulé, souvent ignoré. Et cette écoute est déjà transformation. Peut-être ressentez-vous, en ce moment même, l'envie de ce silence. Non pas comme une fuite, mais comme un retour. Si c'est le cas, je vous invite à sentir, sans forcer, ce que cette image du fauteuil vide évoque en vous. Est-ce une peur? Un apaisement? Une tristesse ancienne? Un espoir discret? Vous pouvez le poser ici, dans cet espace, dans les commentaires, comme on laisserait une pierre au bord du chemin pour dire « je suis passé par là ». Et si ce lieu résonne en vous, si vous sentez qu'il a sa place dans votre vie, alors prenez part à cette communauté silencieuse. Ensemble, nous traçons ce sentier de présence, un souffle après l'autre. Le masque de la persona est le chemin vers l'authenticité. Il y a dans chaque regard que l'on croise, dans chaque phrase que l'on prononce, une part de nous qui s'ajuste, qui se modifie, qui se plie aux attentes, parfois à peine perceptibles, du monde qui nous entoure. Ce pli, Carl Jung l'a nommé, la persona. Ce masque social, construit au fil des années, n'est pas en soi un mensonge. Il est une interface, une manière de s'adapter, de fonctionner, de cohabiter. Mais lorsque l'on oublie qu'il s'agit d'un masque, lorsque l'on se confond avec lui, alors quelque chose s'éteint à l'intérieur. La persona nous protège, oui. Elle nous permet de tenir debout dans des contextes parfois hostiles. Mais elle nous isole aussi. Elle fait de nous des silhouettes bien polies, lisses, présentables et profondément seules. Plus on joue le rôle que l'on croit devoir tenir, plus on s'éloigne de ce qui en nous palpite encore, en silence. Ce retrait du soi véritable, ce glissement discret mais constant vers l'image, peut devenir étouffant. Il crée une distance entre ce que l'on montre et ce que l'on vit, entre ce que l'on dit et ce que l'on sent. Jung ne nous invite pas à rejeter la persona, mais à la reconnaître, à l'apprivoiser, à ne plus lui confier les clés de notre être. Ce chemin vers l'authenticité commence par une question simple et redoutable. Où suis-je vrai? Et dans quels espaces est-ce que je me perds dans un personnage? La réponse n'est jamais immédiate. Elle vient par bribes, par inconfort, par sursaut. Souvent, c'est une fatigue qui parle en premier. Une lassitude de devoir jouer encore et encore le même rôle. C'est là que la notion de sombre entre en scène. La sombra, ce que Jung appelait notre ombre psychique, contient tout ce que nous avons mis de côté pour rester aimés, acceptés, valorisés. Colère, désir, vulnérabilité, honte, puissance, autant de forces refoulées qui frappent à la porte dès que le silence s'installe. Et c'est souvent dans ce fameux fauteuil vide que cette ombre revient. Pas pour nous faire peur, mais pour nous ramener à la maison intérieure. L'intégration de l'ombre n'est pas une opération mentale, c'est un chemin, une rencontre, un face-à-face. Et dans cette rencontre, il y a parfois de la douleur, mais aussi une immense libération. Car ce que nous repoussons contient aussi une part de notre vérité, une part de notre force vitale. Revenir à soi, c'est aussi cela, faire la paix avec ce qui nous dérange en nous. Et vous, dans votre quotidien, sentez-vous parfois cette tension entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez réellement? Ce décalage peut être discret ou intense. Dans tous les cas, il est précieux, il est un signe. Si vous souhaitez le partager ici, faites-le avec vos mots. Juste quelques lignes, juste une sensation. Et si ce contenu vous accompagne dans votre propre cheminement, sentez-vous libre de rejoindre cette communauté d'exploration lente. Une communauté où la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un passage vers le vrai, vers le juste, vers ce que vous êtes, au-delà de vos rôles.
Le nihilisme passif est la nécessité de créer de nouvelles valeurs. Il est des moments où plus rien ne semble tenir, où les mots que l'on utilisait pour parler de soi, de la vie, de l'amour ou de l'avenir deviennent creux, où les repères s'effacent doucement, non pas dans le fracas mais dans un silence épais, comme si l'âme elle-même se mettait en veille. C'est là que Nietzsche situe ce qu'il appelle le nihilisme passif. Ce n'est pas la révolte, ce n'est pas la chute, c'est un effacement, une fatigue du sens, une lente dissolution de tout ce que l'on croyait stable. Dans ce vide, beaucoup se perdent, d'autres fuient, certains s'agitent, d'autres s'endorment. Mais il existe un autre mouvement possible, celui de l'accueil, non pas de la résignation, mais de l'acceptation lucide. Reconnaître que le sens ancien ne parle plus, c'est déjà faire place à autre chose. Une place nue, inconfortable, mais féconde. Car ce que Nietzsche nous souffle à l'oreille, c'est que ce vide n'est pas une fin. Il est un début. Il est la terre retournée avant le semis. Il est l'effondrement nécessaire avant la naissance d'un sens personnel. Créer de nouvelles valeurs, cela ne se fait pas sur commande. Cela demande d'abord d'oser dire non. Non aux automatismes. Non aux récits hérités qui ne résonnent plus. Non aux attentes extérieures que l'on a trop longtemps prises pour des vérités intérieures. Et ensuite, cela demande un oui. Un oui timide, fragile mais sincère. Un oui à l'écoute, à l'intuition, à l'expérimentation de soi. Ce oui, c'est celui de l'individu qui ose dire « je ne sais pas encore, mais je suis là, présent ». En marche, des artistes, des penseurs, des anonymes aussi ont traversé ce désert intérieur. Certains ont trouvé dans la peinture, dans l'écriture, dans la philosophie ou dans l'engagement communautaire une manière de redonner chair au sens. Non pas un sens imposé, mais un sens vécu. Un sens qui naît de l'expérience, de la rencontre, de la souffrance traversée. C'est cela aussi la force du nihilisme actif, transformer le vide en feu et le feu en lumière. Avez-vous déjà ressenti ce moment suspendu, où l'ancien ne vous porte plus, mais où le nouveau n'est pas encore là? Ce seuil est sacré. Il ne doit pas être brusqué, il demande du respect. Si vous avez envie de partager ce que vous traversez, ce que vous cherchez, ce que vous espérez peut-être retrouver, faites-le ici, avec vos mots, dans votre rythme. Et si cette vidéo vous aide à porter ce vide sans vous y noyer, si elle devient une lueur dans cette obscurité féconde, alors sentez-vous libre de faire partie de ce cercle. Ce n'est pas une communauté de réponse, c'est une communauté de passage, là où chacun, un jour, s'assied dans sa propre fauteuil, vide et ose recommencer, doucement, authentiquement, depuis soi. La volonté selon Schopenhauer est la compassion comme voie. Dans l'ombre silencieuse du fauteuil vide, une autre force nous attend, une force plus ancienne, plus profonde, celle que Schopenhauer nommait la volonté. Mais cette volonté n'est pas volonté de liberté, ni de réalisation noble. Elle est un élan brut, insatiable, aveugle. Elle est ce feu intérieur qui nous pousse sans cesse à vouloir plus, à désirer encore, à nous tendre vers l'inaccessible. Et c'est de cette tension, disait-il, que naît le malheur. Ce n'est pas ce que nous n'avons pas qui nous fait souffrir, mais cette mécanique intérieure qui refuse l'apaisement. La volonté chez Schopenhauer est douloureuse, car elle nous enferme dans un cycle. Le désir, puis la satisfaction temporaire, suivie d'un nouveau manque, d'un nouveau vide. C'est une roue sans fin, et plus on y cherche du sens, plus on s'épuise. Face à cette spirale, il ne propose pas la révolte, il propose un autre. Chemin d'Adelitas, la compassion. Une compassion radicale, douce, lucide. Non comme devoir moral, mais comme un allègement. Un relâchement de l'ego. Une sortie du soi centré sur lui-même. La compassion dans ce contexte n'est pas faiblesse. Elle est une intelligence du cœur.
Elle commence là où s'arrête la compétition, là où l'on cesse de se comparer, de vouloir dominer ou briller. Elle naît dans les plis de la douleur partagée, dans cette capacité à voir, dans les autres, non plus des ennemis ou des rivaux, mais des êtres tout aussi perdus, tout aussi fatigués, tout aussi humains que nous. C'est cela, l'acte de compassion. Reconnaître la blessure commune. Et dans cette reconnaissance, quelque chose se relâche. Le vouloir cesse de mordre. Certains choisissent le service, d'autres la présence silencieuse. Certains trouvent dans des gestes simples. Préparer un repas, écouter sans juger, marcher avec quelqu'un, une manière de dire « je te vois ». Et dans ce « je te vois », il y a aussi « je me vois en toi ». C'est dans cette rencontre que la volonté perd de sa tyrannie. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle est traversée par un lien plus grand, un lien qui dépasse le moi. Peut-être sentez-vous en vous cette volonté qui pousse, qui brûle, qui fatigue. Peut-être cherchez-vous un autre rythme, un souffle plus large. Si tel est le cas, cette vidéo est aussi un lieu pour cela. Partagez ce qui vous traverse, même brièvement, même confusément. Nous sommes nombreux à chercher cette respiration, cette manière d'exister sans se dévorer. Ensemble, à travers la parole, l'écoute, le silence partagé, nous dessinons d'autres voies, des voies lentes, des voies vraies, des voies où le fauteuil vide devient non plus un lieu de tension, mais un espace d'apaisement. La liberté angoissante selon Sartre est la responsabilité personnelle. Il arrive un moment où l'on comprend que rien, ni les autres, ni le passé, ni les circonstances ne peut vraiment décider à notre place. Ce moment-là, Sartre l'a nommé la liberté. Mais cette liberté, contrairement à ce que l'on imagine souvent, n'est pas un soulagement. Elle n'est pas légère. Elle est vertigineuse. Car si je suis libre, je suis aussi responsable. Totalement, radicalement. Il n'y a plus d'excuses, plus de fuite, plus de masque derrière lequel se cacher. Il n'y a que moi, face à mes choix. Sartre appelait cela la condamnation à être libre. Une formule rude, brutale presque, mais profondément juste. Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est assumer ce que l'on fait. C'est regarder en face chaque décision, même minuscule, et reconnaître « c'est moi qui l'ai prise, c'est moi qui en porterai les conséquences ». Ce fardeau peut faire peur, il peut même paralyser, mais il est aussi la source d'une puissance immense, une puissance tranquille, celle de créer sa propre trajectoire pas à pas. Dans la sphère intime, cette responsabilité est encore plus délicate. Nos choix affectifs, nos désirs, nos engagements ne peuvent plus être attribués au destin, aux habitudes, aux normes. Ils deviennent le reflet de ce que nous décidons d'être. Et parfois cela implique de changer, de rompre, de s'affirmer, de dire non là où l'on disait oui par confort. Cela peut être douloureux, cela peut isoler, mais cela libère. Non pas d'un coup, mais par couches, par dévoilements successifs. Dans cette nudité existentielle, la tentation du repli est grande. Mais il existe une autre voie, celle de l'authenticité. Elle ne consiste pas à être parfait, ni même cohérent en permanence. Elle consiste à être honnête, à reconnaître ses contradictions, à dire « je ne sais pas, je doute, je me cherche encore ». Cette honnêteté-là est rare. Elle demande du courage, mais elle ouvre des portes. Elle attire des liens vrais. Elle transforme les relations superficielles en rencontres profondes. Et vous, dans votre vie, où ressentez-vous ce poids de la liberté? Où avez-vous l'impression d'éviter une décision? Ou au contraire, avez-vous pris en main quelque chose qui semblait impossible? Si vous avez envie de partager un de ces moments, ce lieu d'hésitation ou de clarté, vos mots seront accueillis ici sans jugement. Cette communauté est un cercle de personnes en chemin. Personne n'est arrivé. Mais chacun, à sa manière, ose poser un pas de plus. Dans cette responsabilité qui, loin d'écraser, devient une manière d'habiter,
pleinement sa vie. Montaigne est l'art de vivre avec modération et authenticité. Il y a chez Montaigne une sagesse sans ostentation, une façon de marcher dans la vie avec des chaussures usées mais solides. Loin des grandes théories, loin des certitudes éclatantes, il nous parle depuis son cabinet, entouré de ses livres, en homme qui doute, qui tâtonne, qui observe. Son art de vivre est un art de l'attention, de la lenteur, de la nuance. Il ne prétend pas avoir trouvé la vérité, mais il s'efforce d'habiter ses questions avec dignité, avec tendresse, avec humour aussi. Pour Montaigne, vivre bien, ce n'est pas fuir les excès, mais les comprendre. Ce n'est pas se réprimer, mais s'écouter. C'est oser dire non quand l'âme se fatigue et oui quand le cœur appelle. C'est reconnaître que nous sommes multiples, changeants, traversés de vents contraires. Et au lieu de lutter contre cette instabilité, il nous propose de l'apprivoiser, de faire de notre humanité imparfaite un terrain d'expérience, de réflexion, de beauté fragile. Vivre pour lui, c'est écrire, c'est se relire, c'est corriger, raturer, recommencer, c'est oser être inachevé. L'écriture, dans cette perspective, devient un miroir. Non un miroir flatteur, mais un miroir nu. Quand on se pose pour écrire, quand on cherche les mots justes, quelque chose s'ouvre. On se découvre autrement. On voit surgir des pensées qu'on ignorait, des peurs qu'on n'avait jamais formulées, des désirs enfouis. C'est un espace de clarté, un atelier intime. Et l'on n'a pas besoin d'être écrivain pour cela. Il suffit d'avoir un carnet, un moment, un silence, et la volonté douce de se rencontrer. Cette pratique de l'écriture réflexive peut prendre 1000 formes, une lettre que l'on n'enverra jamais, une liste de choses qui nous font du bien, un dialogue avec une partie de soi oubliée. Ce ne sont pas les réponses qui comptent, mais le geste d'y revenir, encore et encore. Comme Montaigne revenait à ses textes, les reprenant des années plus tard, dans une danse de compréhension infinie. C'est ainsi qu'il nous montre. L'authenticité n'est pas un état, c'est une pratique, une fidélité à ce que l'on sent, même quand cela vacille. Et vous, avez-vous déjà pris le temps d'écrire, non pour être lu, mais pour vous entendre, pour vous dire la vérité, même en tremblant? Peut-être est-ce le moment. Peut-être cet fauteuil vide dont nous parlons depuis le début, ce fauteuil intérieur, peut devenir aussi un bureau, un lieu d'écriture lente. Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires un mot, une phrase, une pensée née dans le silence. Cette chaîne est aussi cela, un lieu où les mots des uns réveillent les silences des autres, où l'on avance ensemble, modestement, vers une vie plus juste, plus vraie, plus nôtre. Dans le silence profond de ce fauteuil vide, quelque chose se joue. Ce n'est pas un simple repos, ce n'est pas une fuite, c'est une rencontre avec ce que l'on n'a jamais eu le courage de regarder en face. Une rencontre avec ce que l'on est quand personne ne regarde, quand les rôles tombent, quand le décor s'efface. Là, dans cet espace intérieur, Montaigne nous invite à nous asseoir, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux y revenir à partir de soi. Ce fauteuil vide devient un seuil, un lieu de passage, un endroit où le tumulte du monde peut se déposer, où le souffle peut reprendre sa place, et où les vérités les plus intimes peuvent se faire entendre. Il n'y a rien à prouver dans ce silence. Il n'y a qu'à être. Être avec ses contradictions, avec ses doutes, avec sa lumière et sa fatigue. C'est dans ce face-à-face, parfois inconfortable, que l'on retrouve le fil de ce que l'on veut vraiment, de ce que l'on ressent vraiment, de ce qui compte vraiment. C'est là que tous les penseurs que nous avons croisés aujourd'hui prennent sens ensemble. Sartre nous rappelle que nous sommes seuls face à nos choix, mais que cette solitude est puissance. Schopenhauer nous murmure que la compassion peut alléger ce fardeau. Nietzsche nous pousse à ne pas nous arrêter dans le vide, mais à créer.
Et Jung nous révèle que cette création commence par l'intégration de tout ce que nous avons laissé dans l'ombre. Et Montaigne, enfin, nous dit que tout cela se vit dans les gestes simples, dans l'écoute de soi, dans le courage de vivre avec modération et profondeur. Alors peut-être que la question n'est pas « que dois-je devenir ?» mais « suis-je prêt à m'asseoir avec moi-même » Suis-je prêt à écouter ce que ce silence a à dire? Et si ce fauteuil vide n'était pas un abandon, mais un commencement, une ouverture, un lieu sacré où l'on devient peu, à peu celui ou celle que l'on est déjà, en dessous de tout le reste? Si ce chemin vous parle, si cette vidéo a touché quelque chose en vous, je vous invite à rejoindre cette communauté. Une communauté d'êtres en recherche. Racontez-nous dans les commentaires ce que représente pour vous cette fauteuil vide. Est-ce que vous avez un espace à vous? Un instant dans la journée où vous pouvez juste être? Et qu'avez-vous découvert en vous dans ces moments de silence? Vos récits ne sont pas des témoignages, ils sont des ponts vers d'autres cœurs qui, comme vous, cherchent à habiter leur propre vérité. Ensemble, dans la lenteur, dans la douceur, dans le vrai. Merci d'avoir été là.